Je m'appelle Marie-Christine Tesnas-Dumoncel, je suis la maman de Grégoire et vous me demandez mon avis sur mon témoignage sur le parcours de vie et le parcours institutionnel de Grégoire. Je commence par préciser d'abord que ça a été un parcours un peu court parce que Grégoire a vécu pas tout à fait 30 ans. Et puis, je rajoute un élément qui est de dire que je suis présidente du groupe Polyhandicap France, qui veut dire un long parcours associatif, et ce qui veut dire que la parole que je porte est évidemment la mienne, mais aussi celle de dizaines de parents que j'ai pu croiser au cours de toutes ces années, et donc qui m'ont à la fois aidé à prendre du recul et à étayer ce que je vais dire. Donc le parcours de vie, Grégoire était l'aîné de 3 petits garçons. Grégoire était l'aîné et, bon, évidemment, je vous passe les premières années de la vie parce que d'autres témoignent sur l'annonce, la prise de conscience, plus précisément dans le polyhandicap, prise de conscience du handicap. Et en fait, j'arrive à quelque chose qui a été pour nous tous une étape absolument majeure, qui est le jour où il est rentré dans un EAP, ça s'appelait IMP à l'époque, qui était l'association Notre-Dame de Joie, et il avait 6 ans. Il avait 6 ans, et le jour où vous inscrivez un enfant dans cet univers parallèle, vous passez vraiment de façon très claire d'un monde à l'autre, vous entérinez quelque chose qui est insupportable, mais vous le faites évidemment parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Là, c'est là où les choses changent vraiment et basculent vraiment. Donc moi, je me rappelle très bien, on avait fait un première période d'essai, ça s'était très bien passé, ça se passait bien. Et puis arrive le premier jour. Donc le premier jour, je rentre avec mon fils, donc je l'amène en voiture. Juste pour vous donner mon état d'esprit, je tiens à préciser qu'à l'époque, je devais avoir environ 20 ans de permis. Et j'ai jamais réussi à passer la porte avec ma voiture, alors que c'était une porte cochère largissime. J'ai fini par rentrer en marche arrière. Ne me demandez pas ni pourquoi ni comment, mais je pense que c'est assez révélateur malgré tout. Et donc je rentre là avec mon fiston, et je suis accueillie par un médecin remarquable. Je me rappellerai toujours ce médecin, ça s'appelait le docteur Gauchet, c'était une femme exceptionnelle. Et donc, voilà, j'installe Grégoire, je représente l'équipe, j'envoie les gens, etc. Et puis, très gentiment, ce médecin me dit, bon, alors, comment sentez-vous les choses, Et moi, qui ai toujours pensé qu'il valait mieux faire envie que pitié, je prends mon air le plus bravache et je crâne en disant, oh bien sûr, j'aurais préféré l'inscrire en CP. Et là, je n'ai pas pu finir ma phrase, j'ai fondu en larmes, fontaine de Trévi soi-même, et en me disant, ah non, mais je sais qu'elle va me faire un discours, comme Grégoire va être bien pris en compte, bien accompagné, si elle fait ça, bon. Et là, j'entends je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait moi-même, et là, elle me regarde et elle me dit, vous avez quelqu'un qui vous pouvez en parler? Et j'ai jamais oublié ça, parce que c'était une telle empathie de dire, attendez madame, et évidemment je ne veux pas vous consoler, et évidemment c'est difficile, et évidemment c'est... Mais est-ce que vous pouvez partager? Et cette idée de partage, que moi j'ai beaucoup vécu justement dans ce parcours associatif, me paraît quelque chose d'essentiel, parce que, je veux dire, on ne va pas se mentir, ça ne sert à rien. On ne va pas dire ces enfants sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Je veux dire, ce n'est pas ça la question. Il n'en reste pas moins que c'est un parcours du combattant. C'est extrêmement difficile. Il y a des moments psychologiquement de découragement, de complications. Vous savez, quand on se réveille le matin en disant mais c'est pas vrai. Et l'idée de dire attention, ce qui est important, partagez-le, parlez-en. Et c'est vrai que souvent, les parents ont un peu tendance, parce que c'est vrai qu'on se sent très incompris, et d'ailleurs on l'est, il faut être clair, on se sent très incompris, et les parents ont tendance à garder un peu les choses pour eux, ou le garder dans un tout petit cercle familial, quand ça fonctionne en famille, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc,
je pense que c'est vraiment quelque chose, c'était une première leçon, si j'ose dire, qui était, outre le fait qu'elle était très consolante, parce qu'elle n'était pas intrusive, c'était pas, vous inquiétez pas, ça va aller bien, etc. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que lorsque vous rentrez dans ce genre d'établissement, alors j'ai eu énormément de chance, parce qu'entre le moment, j'avais d'abord été accompagnée par un CESAD, un service d'accompagnement à domicile du CESAP, avec des professionnels juste fabuleux, jusqu'au moment où le médecin responsable m'a dit non mais maintenant ça va bien, accompagnement à domicile c'est parfait, c'est bien pour vous, c'est bien pour Grégoire, c'est bien pour les 2 petits garçons qui sont derrière, mais maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Ce qui n'était pas du tout mon intention évidemment, mais que j'ai fait parce que je n'ai pas tellement le choix. Et donc j'ai eu la chance qu'il se passe 4-5 mois entre le moment où j'ai sollicité une place dans cet établissement et le moment où je l'ai obtenue. Aujourd'hui, ça tenait du miracle. Et donc, j'arrive là, et j'arrive évidemment avec... Bon, j'avais quand même eu ces professionnels du CESAD avant, mais j'arrive quand même avec un passé médical de mon fils qui est extrêmement difficile à vivre, parce qu'un médecin qui fait son job, et ils le font, va pointer plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui, cet horrible terme d'écart à la norme. Et ça ne devrait pas être tout à fait comme ça, c'est pas absolument habituel, c'est pas... Enfin bref, ça va pas. Et au lieu d'avoir cet accompagnement un peu négatif, mais inévitable, du médecin, vous tombez sur des professionnels du médico-social qui disent « Ah non, mais il sait faire ça, ah ben on va développer ça », c'est-à-dire un regard complètement différent. Et comme vous savez, il n'y a pas que la beauté qui est dans l'œil de celui qui regarde. Il y a aussi l'intelligence, les capacités, le bonheur, tout ça. Et donc ça me paraît extraordinairement important. Et donc ça a été pour moi une étape formidable. Après, dans les grandes étapes, il y a évidemment les changements de groupe, le passage à l'adolescence. Il y a évidemment toutes les étapes, malheureusement pratiquement obligées dans le polyhandicap, de toutes les interventions chirurgicales orthopédiques. Mais je pense que ce qui est important, c'est l'accompagnement, bien sûr, des enfants, mais aussi des parents, et également de la fratrie. Alors, nous avions eu la chance, dans ma famille, que Grégoire soit l'aîné. Donc, les 2 petits garçons qui sont arrivés derrière sont arrivés dans un monde qui était déjà chamboulé. Donc, pour eux, la norme, c'était le chamboulement. Donc, c'était bon, ok, très bien. En revanche, évidemment, quand un enfant avec quelque chose d'aussi sévère qu'un polyhandicap, mais éventuellement d'autres handicaps, arrive en second ou en troisième, eh ben c'est vraiment une rupture dans la vie de la famille. Donc, si vous voulez, moi je donne cette expérience-là qui est la mienne, avec quelque chose qui avait malgré tout une certaine fluidité, mais je pense, et là je le dis parce que pour les enfants c'est fondamental, il faut vraiment être là pour eux. Alors effectivement, être parent d'un enfant polyhandicapé, ça veut dire être une déesse hindoue avec 4 têtes, une demi-douzaine de bras et à peu près autant de jambes, plus des compétences tout à fait auxquelles vous n'êtes pas du tout préparé, genre kiné, infirmière, médecin, enfin éducateur, enfin pour tout ça, normal quoi. Bref, c'est une vie très particulière et c'est une vie dans laquelle, je pourrais peut-être dire un mot là maintenant de ce qui se passe entre les parents, parce qu'il me semble qu'il y a on appelait ça autrefois, je trouve que le terme était assez joli, une guidance parentale, non seulement des professionnels, mais en plus des parents. Je vous donne un exemple. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des interventions orthopédiques, notamment arthrodèse de rachis, parce qu'il y a des problèmes de tonus, ce qui fait que les enfants ont scoliose, kyphose, machin, etc., et que ça entraîne des complications, et que donc on intervient chirurgicalement. C'est assez lourd. Et donc, quand vous y allez, c'est un peu compliqué. Dans le cas de Grégoire, ça s'est passé d'une façon un peu moyenne,
parce qu'il s'est réinfecté tout de suite et qu'il a fallu réintervenir. Enfin, c'était un peu compliqué. Je peux dire que même avec 5 semaines d'hôpital, ce qui est tout à fait anormal, même avec toutes les complications qu'on a eues, s'il avait fallu le refaire, je l'aurais refait tout de suite, tellement c'était positif. Mais ça me rappelle une anecdote d'un autre parent, une maman que je connaissais, voilà, je la connaissais comme ça, pas très très bien, mais... Et puis je la rencontre, je ne sais plus très bien à quelle occasion, je la rencontre et elle me dit, mais alors, Grégoire a été opéré, et alors comment ça se passe? Moi je suis inquiète parce que ma fille doit être opérée, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on ne va pas faire? C'est Solène, fragile. Et bref, on discute un peu, puis à un moment donné, je lui dis, tu sais, il y a un moment absolument effroyable, c'est, pour les parents, c'est la veille de l'intervention, où évidemment tu passes la nuit à l'hôpital avec ton enfant, et là, tu es toute la nuit à te dire, ah non, non, mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Non, non, je suis en train de faire une connerie majeure, c'est juste pas possible. Je vais prendre mon enfant sous le bras et me sauver en courant, c'est juste, oh là là, enfin bref, horrible. Et je lui raconte ça, et elle me dit, ah ben oui, t'as raison, je n'aurais pas pensé comme ça. Et puis bon, le temps passe, la jeune fille est opérée, les choses se passent à peu près convenablement. Et puis je la revois, 1 an après ou 10 mois après. Et là, cette femme que je connaissais finalement assez peu se précipite sur moi et me dit « Ah mais écoute, merci, merci, merci ». Et moi j'ouvre des yeux ronds, ne comprenant absolument pas de quoi diable elle pouvait bien me parler. Et là elle me dit « Tu sais, la nuit avant l'opération, si tu m'avais pas raconté ce que tu m'as raconté, c'est-à-dire le truc où tu as envie de te barrer toute la nuit en disant « Mais non, il ne faut pas que je fasse ça, il ne va pas le supporter, ça va être épouvantable. » Et ben, je crois que je n'aurais pas tenu le choc. Mais l'idée, et ça je trouve ça très important, l'idée que tu racontais ça en disant que c'était le cas pour la plupart des parents, mais tu te sens tellement moins seul dans ta chambre d'hôpital en disant « Non, il faut tenir, c'est un mauvais moment à passer ». Et je pense que cette entraide entre les parents, cet appui qu'on peut s'apporter les uns aux autres, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez quelqu'un à qui en parler? Ça casse un peu la solitude, qui est quand même une des pires choses qu'on peut rencontrer en tant que parent d'enfants aussi lourdement handicapés. Pire chose, je rajoute un truc qui est totalement aggravé par l'idée que, on va les appeler les autres vous disent « Oh là là, mais tu es admirable, mais comment tu fais, mais moi à ta place ». Enfin, vous couvrent de compliments. Et déjà, vous êtes très seul, très isolé dans votre petit monde du handicap, et les gens vous mettent sur un piédestal qui monte peu à peu. Et là, vous êtes encore plus seul. Donc, vraiment, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Ne dites pas aux parents qu'ils sont admirables. Ils ne le sont pas, ils sentent qu'ils n'en font jamais assez, c'est jamais ça. Et si vous leur dites ça, vous les enfermez dans un petit monde étroit, d'où ils vont avoir encore plus de mal à sortir. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter ça parce que c'est épouvantable. Et donc ça, c'était, pour moi, les grandes étapes, c'était ça. Et puis, évidemment, le fichu passage à l'âge adulte. Le passage à l'âge adulte, c'est... Bon, alors évidemment, c'est l'adolescence, plus ou moins compliquée, avec des problèmes somatiques, notamment un redoublement souvent des épilepsies, des choses qui se décalent, des trucs compliqués. Mais surtout, c'est le poids de la société qui vous explique qu'à 20 ans, clac, vous êtes adulte. On ne discute pas 20 ans. Et donc 20 ans, vous passez du monde des enfants, où il y a plutôt un accompagnement insuffisant certes, mais relativement convenable, au monde des adultes, où on considère que ce qui est intéressant, enfin, on a considéré longtemps, ça commence à s'arranger, c'était le maintien des acquis. Donc vous avez des budgets moindres, ce qui veut dire moins de formation, ce qui veut dire moins de spécialité. Vous êtes des gens tout aussi merveilleux, hein, ce n'est pas du tout la qualité des professionnels que je remets en cause, mais ce sont les formations, et notamment en termes de communication. Si vous arrivez à avoir des enfants, il faut vraiment le vérifier avant de rentrer dans un établissement.
par hasard, par extraordinaire, on a le choix, parce que ça c'est encore une autre difficulté, c'est trouver une place, j'emploie délibérément ce mot absolument incorrect, c'est comme ça que ça s'appelle, une place au soleil. Et donc, il faut vraiment essayer de vérifier, essayer d'accompagner, essayer d'échanger un maximum avec les professionnels. Parce qu'en tant que parent, c'est pas tellement le... C'est surtout l'idée que vous avez une durée de connaissance qui est considérable. Et là, il faut vraiment arriver à reconstruire quelque chose autour de votre enfant.